Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial, invité aujourd'hui Pierre Hilard pour la parution de son livre « L'Atlas du mondialisme » aux éditions Retour aux sources. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Pierre Hilard, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous nous retrouvons pour la seconde fois pour la parution de votre livre Atlas du mondialisme aux éditions Retour aux sources. Qu'avez-vous apporté et ajouté par rapport à vos précédents ouvrages? Alors, beaucoup de choses inédites. J'ai souhaité faire un atlas du mondialisme et pas de la mondialisation. Parce que la mondialisation, ce ne sont que les échanges de biens, de personnes, d'idées, en fonction des critères matériels. J'ai voulu faire un atlas du mondialisme qui explique les idées qui déterminent la tournure d'esprit des hommes et des sociétés et les conséquences matérielles. Et donc, j'ai brossé un cadre général qui concerne l'Europe, qui concerne le monde anglo-saxon, qui concerne l'évolution de ces pays en fonction de référents religieux et philosophiques. Et le cœur du sujet a consisté à expliquer le rôle du judaïsme talmudique, plus exactement le judaïsme avant le Christ et le nouveau judaïsme qui n'a rien à voir après le Christ avec le Talmud, Mishnah, Gemara, etc. en opposition avec le catholicisme et de montrer les conséquences politiques et religieuses avec des répercussions comme par exemple, je cite 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne, avec la Renaissance, la Réforme, 1789, le 19e siècle avec la montée en puissance de la haute finance juive avec les Rothschild, la révolution bolchevique, j'ai oublié évidemment Napoléon Ier, mais qui a joué un grand rôle aussi, enfin il y a eu un impact, l'aspect aussi nazisme jusqu'à notre époque. Alors vous dites qu'il va se produire une bascule dans peu de temps. Selon vous, à quoi devons-nous nous attendre, positif ou négatif pour le peuple? Alors la bascule, voyez-vous, j'ai mis en épigraphe pour le livre les temps sont mûrs, les phrases courtes. J'ai souhaité mettre cela parce que la finalité c'est quoi? L'Atlas du mondialisme a pour objectif de montrer que la finalité c'est un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, une religion mondiale. Et on y arrive. Mais pour atteindre cet idéal, et je mets des guillemets parce que c'est pas le mien en tout cas, l'objectif étant donc un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, une religion mondiale, cela passe d'abord par une zone transitoire, violente, brutale, qui se traduit par des guerres, par des crises économiques. Et en fait, ce que je vous dis là, ça correspond exactement aux écrits et aux explications apportées par le grand spécialiste du judaïsme, sur lequel je me suis appuyé, c'est Gershom Scholem, qui est la grande référence, et qui montre bien que les fameuses souffrances de l'enfantement, c'est l'expression utilisée, pour passer d'un état à une étape supérieure, ça passe par des guerres et des moments violents et des crises économiques, financières. Et on s'en rapproche de plus en plus. Ce que je ne peux pas vous dire, évidemment, c'est la vitesse d'exécution, mais un peu comme un goulot d'étranglement, on s'en rapproche. Voyez-vous, ce genre de choses, cette bascule, je l'ai annoncé il y a des années, en n'étant pas en mesure, évidemment, de donner une date, ça m'arrangerait, mais de montrer que l'objectif, c'est de passer d'une étape à un autre monde, et on vit actuellement dans une situation financière absolument catastrophique, avec des bulles immobilières, la situation
situation américaine est absolument catastrophique. Le déficit de l'État fédéral américain tourne autour des 20 000 milliards de dollars. Vous avez un endettement mondial, je crois, qui a dépassé, je n'ai plus le chiffre exact, je crois que ça a dépassé les 200 000 milliards de dollars. C'est peut-être 230, peut-être 250. Vous savez, c'est comme en année-lumière, on ne fait plus la différence quand c'est avec beaucoup de zéros. Et puis, vous avez tous les événements au Proche-Orient et en Asie. Et vous avez une bagarre, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, une bagarre en fait entre clans juifs. Ouais. C'est que, par exemple, j'ai apporté la preuve, on est au centenaire de l'intervention américaine en Europe contre l'Allemagne, et officiellement c'est toujours, vous savez, pour la paix, pour la démocratie, la liberté des peuples, ça c'est le baratin habituel. Et j'ai pu montrer qu'en fait il y avait eu une bagarre entre sionistes, entre d'un côté sionistes français, anglais et américains, et de l'autre sionistes allemands, qui se bagarraient sur quoi? Sur l'existence et la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine, avec tout ce qui est pétrole, les grandes réserves de pétrole qui n'étaient pas encore exploitées, mais dans l'actuel Irak, enfin qui faisait partie de l'Empire ottoman, et qu'il y ait une bagarre entre clans juifs, soit la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine sous la direction de Berlin, avec le contrôle des richesses d'hydrocarbures, soit la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine, avec là aussi les hydrocarbures, mais sous la direction de la City de Londres. Et en particulier, je me suis appuyé sur un rapport du gouvernement britannique de 1937, et entre autres les propos de Lloyd George, qui était ministre anglais de 1916 à 1922, et qui explique la bagarre entre les différents clans sionistes. C'est ça le fond de l'histoire. Et ce que j'ai montré pour la Première Guerre mondiale, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez une bagarre, en gros, pour faire court, l'Occident, c'est-à-dire le monde anglo-saxon avec les États vassaux de l'Union européenne. Et quand je dis États vassaux avec un bémol, qui est l'Allemagne, qui est la première puissance économique de l'Union européenne et qui balance entre le monde anglo-saxon et le monde russe et chinois avec la route de la soie, c'est donc ce fameux bloc continental eurasien, Russie-Chine. Et vous avez une bagarre entre d'un côté l'Occident avec le monde Rothschild libéral-libertaire et de l'autre côté le clan Lubavitch de Ber-el-Lazar qui soutient Poutine. À cela se greffent évidemment des intérêts économiques, financiers, stratégiques, route de la soie, c'est ce que j'ai cité, avec en plus de cela un aspect spirituel où vous avez une volonté de parachever l'État d'Israël par un grand Israël, des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil, et d'ailleurs c'est une référence de la Genèse 15-18 qui a été reprise par Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, et parachever cela, mais ça passe par un démantèlement et un éclatement, une balkanisation des pays musulmans du Moyen-Orient, Irak par exemple, et d'ailleurs il y a un référendum qui est prévu pour oui ou non l'indépendance du Kurdistan irakien, mais vous avez aussi, c'est ça qui est révélateur et qui est très peu connu, vous avez des rivalités entre clans juifs, entre ceux qui prônent un grand Israël, du côté donc du Nil à l'Euphrate, mais aussi une bagarre pour ceux qui estiment qu'on pourrait recréer une sorte de seconde Judée dans l'ancien territoire khazar, en gros la Crimée, l'est de l'Ukraine jusqu'à la Caspienne. Khazars, ce sont donc des populations turcophones converties au judaïsme au 8e siècle, et vous avez des factions juives qui souhaiteraient un retour, un peuplement juif dans ces territoires. Et donc vous avez des bagarres entre clans, et Ukraine, Crimée, Mer Noire, Moyen-Orient, c'est la grande zone de passage des oléoducs, des gazoducs, route de la soie. Donc vous avez une concentration d'intérêts et d'opposition politique, économique, énergétique, financière et spirituelle qui se heurtent. En gros, c'est ultra résumé ce que je raconte, évidemment. Alors, on en avait parlé la dernière fois dans la précédente émission que nous avions fait ensemble. On parlait de famille, on parlait de désaccord. Est-ce que, justement, tous ces gens-là qui ne sont pas en accord, bien au contraire, est-ce que c'est vraiment réalisable, ce nouveau monde, ce nouvel ordre mondial? Alors, pour un esprit équilibré, non. Oui. Mais, voyez-vous, ayant lu quasiment tous les livres de Gershom Scholem, vous vous rendez compte que dans leur esprit et à eux, pour passer à une étape supérieure, il faut des guerres, des troubles politiques, économiques, financiers, et plus le trouble est violent, plus on a une chance d'accéder à cette étape supérieure qui est,
l'idéal de couronnement de leurs efforts d'une gouvernance mondiale. Voyez-vous, ce qui m'a frappé quand je disais ces ouvrages, ces documents, c'est le côté tordu de ces gens. Quand ils vous parlent de brisure des vases, vous savez leur expression, brisure des vases, des kélipotes, ce sont les impuretés contraires à l'idéal rabbinique. Quand ils vous parlent de l'élévation des étincelles, avec le retour du Messie, parce que la finalité, c'est aussi, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire dans des conférences, faire du peuple juif le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive, encadrée par les lois noachites, c'est-à-dire les lois pour les non-juifs, enfin les lois religieuses, en plaçant ces populations non juives au seuil d'un temple rénové, comme simple prosélyte de la porte, avec un Messie des Juifs, universellement reconnu. C'est ça la finalité. Donc ça passe en particulier par la restauration du temple. Et le problème, c'est qu'il y a la fameuse mosquée Al-Aqsa qui gêne légèrement, si je puis dire. Et donc voilà, vous avez donc des rivalités internes, des problèmes. Et quand je disais un gouvernement, une religion, une monnaie, vous avez dans ce mondialisme deux branches, deux courants qui s'opposent. Le mondialisme unilatéraliste, qui est cette volonté d'établir une hégémonie anglo-saxonne aux dépens des autres pays et blocs continentaux. Ça, c'était défendu par les administrations Bush, Obama, etc. Là, vous avez une faction juive qui soutient ce rôle-là, avec l'EPAC, par exemple. Et puis de l'autre, vous avez ce qu'on appelle le mondialisme planétarien, qui, lui, est défendu par Vladimir Poutine, et je cite en particulier son fameux et extraordinaire discours de 2014, le discours de Valdai, où il dit qu'il est pour un nouvel ordre mondial, politique, économique, juridique, avec des unions régionales, mais, ajoute-t-il, nous n'arrivons pas à nous entendre avec les anglo-saxons dans ce partage équitable des richesses. Donc vous avez deux branches qui s'opposent, une branche qui veut tout, la branche anglo-saxonne jusqu'à Obama, et puis une autre branche qui voudrait un partage équitable de cette gouvernance mondiale. Alors, dans la situation maintenant de l'administration Trump, vous avez des luttes internes entre des factions anglo-saxonnes, où vous avez d'un côté la faction des néoconservateurs qui souhaiteraient continuer là dans la tradition de Bush et Obama, avec par exemple John McCain, et vous avez Donald Trump qui, lui, à titre personnel, d'après ce que j'ai pu lire, comprendre, s'orientait plutôt vers le concept de Vladimir Poutine. Ouais. Et d'ailleurs, Trump a eu, il y a 2 mois ou 3 mois de cela, un entretien dans un journal, le Wall Street Journal, où il disait qu'il était à la fois nationaliste et globaliste. Ah, comment c'est possible, ça? Alors, en fait, il y a une branche mondialiste qui souhaiterait, et Trump semblerait se ranger de ce côté-là, organiser un bloc nord-américain suffisamment puissant pour peser assez lourd dans la gouvernance mondiale, sans pour autant imposer ses vues. Chose que les néoconservateurs américains, qui sont d'ailleurs pour la plupart d'origine juive, je rappelle, tous les Wolfowitz, Richard Pearl, d'autres membres parmi les néoconservateurs, ils voudraient imposer leur vue à tout le monde. En fait, vous avez une bagarre entre les factions oligarchiques, entre ces deux factions mondialistes, unilatéralistes et planétariennes, et tout le problème réside dans le partage des intérêts de chaque faction oligarchique, partage, réglage, hiérarchisation des intérêts. Et pour le moment, ils ne s'entendent pas. Vous savez, moi je dis toujours que le mondialisme, c'est un enfer divisé contre lui-même. Voilà. Pierre Hillard, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Dossier spécial, toujours en compagnie de notre invité Pierre Hillard pour la parution de son livre Atlas du mondialisme aux éditions Retour aux sources. Alors, selon vous, aujourd'hui, où en sommes-nous justement au niveau de ce plan de mondialisation? Est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Alors là, on est à la croisée des chemins. Croisée des chemins, là aussi, autant je peux vous affirmer qu'on va se diriger vers une bascule, une bascule violente. Après, je ne peux pas vous dire la vitesse d'exécution, mais ils veulent parachever leur idéal, si on peut appeler ça, mais il y a des bagarres internes, et à un moment donné, dans cette bagarre, à force de se
taper, il y en a un qui essaiera de taper un peu plus sur que l'autre. d'habitude, et à un moment donné, ça va dégénérer. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est ça la finalité. Ça passera par ce que, comment on dit, je crois que c'était H.G. Wells dans son livre La destruction libératrice de 1914, je dis bien 1914, qui raconte dans son livre que la gouvernance mondiale aboutit à la création d'un monde unifié avec 10 blocs continentaux, en donnant naissance à un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, c'est l'expression qui est déjà utilisée en 1914, mais ça passe d'abord par un conflit mondial, qui d'une certaine manière est une sorte de sacrifice, au sens biblique du terme, pour atteindre l'idéal suprême, dans leur esprit à eux, dans leur esprit tordu. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, faut-il prendre des dispositions pour se protéger, et si oui, lesquelles? Alors, à disposition de la Russie de Poutine, qui donc, je rappelle, défend un mondialisme où on partage les intérêts, où il y a, comment dire, les intérêts de chacun soient respectés. On voit une alliance resserrée avec le monde chinois. Il y a eu récemment des manœuvres des marines russes et chinoises en mer Baltique. Et je ne vais pas vous cacher que je vois la situation de manière... disons que la corde se tend. Et ma foi, entre l'effondrement du système financier qui se fera un jour ou l'autre, et les rivalités stratégiques économiques en Proche-Orient et puis en Asie, bon, vous citez un exemple pour vous montrer comme on se rapproche. Vous avez eu en 1988 la revue The Economist qui appelait pour 2018 à l'instauration d'une monnaie mondiale appelée Phoenix. Bon, peu importe le nom et même la date. Ils disent 2018, il peut avoir un décalage de 1 an ou 2 ou un peu plus. Mais lorsque une revue de cette importance annonce l'instauration d'une monnaie mondiale, cela passe obligatoirement par un effondrement du dollar qui est encore la monnaie de référence, mais de moins en moins, puisque le dollar est de moins en moins utilisé dans les échanges internationaux. Donc à un moment donné, il va y avoir une rupture, une bascule, avec des conséquences donc économiques, financières, des répercussions d'ordre militaire. Voilà. Donc chacun se prépare à une bascule inéluctable, que ça soit du côté américain, que ça soit du côté russe, côté chinois. Je ne peux pas vous dire la date, mais bon, les temps sont mûrs. Alors, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs, justement, pour essayer de les rassurer, ou je ne sais pas? Parce que c'est vrai qu'une multitude d'auditeurs, de personnes se posent vraiment des questions. Je vais vous dire une chose. On vit une époque où on refuse de voir le réel. C'est vrai. Il faut dire aussi que les médias standards font tout pour nous bercer dans un monde illusoire. Il suffit de regarder les pseudo-informations du journal de 20 heures où fondamentalement on n'apprend rien. J'ai toujours dit, il faut se former. Il faut avoir une véritable culture religieuse, politique, historique, économique, sans être un érudit, mais il faut avoir des connaissances. Il faut se préparer à une bascule violente. Donc, ne pas hésiter à faire des réserves alimentaires, des filtres à eau. Il y a possibilité de se procurer des armes d'une manière tout à fait légale. On peut le faire. Donc, il faut que les gens qui écouteront cet entretien ne se bercent pas d'illusions. Il y aura tôt ou tard une bascule violente, guerre civile et guerre tout court. Je rappelle l'arrivée de plus en plus grande de migrants en France et en Europe. On assiste d'ailleurs à une politique de substitution et même de remplacement. Et d'ailleurs l'expression que j'utilise, remplacement, elle n'est même pas de moi. Elle est d'un rapport de l'ONU que je cite dans mon livre Atlas du mondialisme, qui a en couverture de son rapport le dossier, un programme de remplacement des populations par arrivée de populations extra-européennes. Donc on voit à un moment donné, il va voir, vous savez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc je demande aux gens, écoutez, je suis désolé, je suis pas là pour vous bercer de belles paroles. À un moment donné, ça va lâcher. Il faut se préparer psychologiquement, il faut se préparer matériellement, il faut aussi se former parce que il y aura un renouveau par des gens ayant reçu une bonne formation politique, religieuse, économique, et on ne peut le faire qu'en période de stabilité ou de relative paix, parce que quand ça éclatera, on n'aura plus le temps de le faire. Mais bon, je ne veux pas m'amuser à bercer les auditeurs de douces paroles. Il faut s'attendre dans quelques temps. La date, je ne peux pas vous dire, mais dans quelques temps, une bascule. Et voilà. Et pour ceux qui le peuvent, peut-être fuir les villes. Alors oui, évidemment, ceux qui peuvent éviter les villes, il vaut mieux. Parce que, vous
savez, une crise, c'est quoi? Ce sont des magasins qui vont être pillés, des magasins alimentaires, puis à un moment donné, il y aura la famine. Et croyez-moi, le respect de la personne humaine, ça ne sera pas lourd. Et puis vous aurez aussi tout simplement des guerres entre communautés ethniques. Ouais. Mais je vais vous dire une chose, c'est triste à dire. Non, je parle des Français, mais c'est un phénomène qui concerne aussi les Italiens, les Allemands, les Hollandais, etc. Il y a un esprit efféminé chez les Français, un esprit complètement déréglé. Et pour penser juste, il faut souffrir. On n'a pas le temps. Regardez, quand on voit le succès d'émissions pour la jeunesse, on présente des émissions particulières qui présentent des jeunes couples qui se déchirent dans c'est horrible, ça. Maisons idylliques. Elles ont un succès, ces émissions, mais ça révèle quoi? Ça révèle une décadence complète. L'humanité a besoin de grandes fessées, et pour les survivants, parce que vu les moyens de destruction actuels, il faut parler comme ça, eh bien, quand un morceau de pain rassis deviendra un objet de valeur, je pense que les gens commenceront à raisonner d'une manière beaucoup plus juste et équilibrée. On est arrivé à un degré de dérèglement et de laisser aller de façon basée en Empire romain qui ne peut plus être réglé d'une manière normale. Il faut que toute chose soit anéantie. Les principes de 1789, qui sont la source du mal pour la France et par ricochet pour l'Europe et le monde, et les principes de Vatican II, qui sont 1789 dans l'Église. Tant que ces deux éléments ne seront pas supprimés à la racine, le renouveau de la France et du monde, eh bien ce renouveau ne pourra pas se faire. Et ce renouveau ne peut se faire que malheureusement dans la violence. Vous donnez des conférences, vous avez des projets? Alors j'ai donné quelques conférences à Grenoble, Nice. Peut-être j'en donnerai une ou deux dans les mois qui viennent. Mais je vais vous dire, j'ai donc des conférences qui sont filmées, enfin qui sont sur Internet. Donc, pour les esprits curieux, ils tapent, par exemple, ils vont sur Culture Populaire, où j'ai fait une conférence à Nice, où je présente avec en plus des cartes sur un écran. Voilà, que les gens curieux aillent voir, mais je ne vais pas les multiplier, les conférences. Pourquoi? Tout simplement, si les personnes sont curieuses, il suffit de taper quelques mots-clés, et on va tomber sur ces conférences, ou acheter le livre. Mais je ne veux pas me fatiguer à faire des conférences, à multiplier des conférences pour des gens qui n'en valent pas la peine, parce que ils s'intéressent à rien, parce que ils s'en foutent, parce que voilà, les seules personnes qui m'intéressent, ce sont les personnes curieuses qui sont prêtes à faire un effort. J'ai fait des conférences, j'ai un livre, vous voulez apprendre quelque chose, eh bien vous regardez ces conférences, vous achetez le livre si vous voulez aller plus loin, et puis terminé. Atlas du mondialisme aux éditions Retour aux sources. Pierre Hilard, merci et bon courage pour la suite en tout cas. Merci encore de m'avoir accordé cet entretien. Au revoir. Fréquence Évasion.